Alors, Bonjour Flavie. merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire, qui était, je pense, tant attendu. Aujourd'hui, nous allons parler d'histamine, nous allons parler, d'inflammation digestive, du lien qu'il peut y avoir entre les 2 et surtout, des solutions qui peuvent être mises en place pour, régler ce problème qui est peut-être encore, je pense, pas suffisamment abordé. Alors, je vais évidemment laisser la parole à Victor, mais avant ça, je vais quand même l'introduire. Pour ceux éventuellement qui ne le connaîtraient pas encore, Victor Laroche, du coup, est naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs. Il est aussi professeur en école de naturopathie et formateur. Il nous en glissera un mot, du coup, à la fin. Mais je pense aussi que toutes ces années et toutes ces pratiques te permettent aujourd'hui, du coup, d'avoir ce discours qui soit expert et de pouvoir nous proposer, du coup, cette formation aujourd'hui. Alors, juste une petite info avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu, il y a possibilité évidemment d'échanger, de discuter durant la présentation. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes beaucoup aujourd'hui, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager vos questions bien dans l'onglet Q&A. Comme ça, on peut facilement y revenir à la fin de la présentation, ne rien louper. Et Victor, évidemment, ça fera un plaisir d'y répondre. Victor, je te laisse la parole, c'est à toi. Écoutez, bonjour à tous et toutes. Et du coup, effectivement, comme l'a dit Flavie, on va parler de l'histamine et on va parler de ses liens avec l'inflammation digestive. Alors, je vous propose de regarder un petit peu ce dont on va parler. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça risque d'être compliqué de tout faire tenir. Je vais essayer peut-être à certains moments d'aller un peu plus vite, de sauter certaines choses. Il y a plein de choses dont j'aurais bien sûr aimé parler et qu'on va sans doute pas avoir le temps d'évoquer. Mais on va quand même pouvoir évoquer pas mal de choses. On va donc présenter dans un premier temps ce qu'est l'histamine. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, on va, parler donc des rôles de l'histamine sur la physiologie digestive et ensuite on évoquera, la face inverse, on va dire, de la pièce, en évoquant les impacts de la physiologie digestive sur le rôle de l'histamine, sur l'histamine et on verra que ça peut être, un cercle vicieux. Ensuite, on évoquera rapidement, les liens qui peuvent exister entre l'histamine et tout ce qui est pathologie digestive fonctionnelle. Donc, tout au long de cette présentation, on va parler notamment de tout ce qui est ulcère, Helicobacter pylori. On va parler du syndrome de l'intestin irritable, bien sûr, et puis on va parler aussi du SIBO. Et on aurait pu bien sûr parler, par exemple, de la candidose aussi. Voilà, il y a énormément, énormément de choses à dire et ensuite on terminera par ce qui est le plus important, hein, la prise en charge, de l'excès d'histamine dans les troubles digestifs. Alors, si, on doit faire une présentation générale de l'histamine, l'histamine, elle se définit comme une molécule de signalisation du système immunitaire qui va intervenir dans pas mal de processus et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les processus inflammatoires. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'histamine à faible dose, elle est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. D'accord? Elle va contribuer à réguler plein de processus physiologiques. Bien sûr, la plus connue, c'est tout ce qui va être réponse immunitaire, notamment lors d'infections ou d'allergies. OK? Mais l'histamine, c'est aussi, eh bien, un puissant vasodilatateur. C'est aussi un agent qui va permettre de participer à la sécrétion, d'acide gastrique. C'est quelque chose qui va c'est aussi une molécule qui va participer à la motricité digestive, à tout ce qui est axe intestin-cerveau, on aura l'occasion d'en parler, hem et notamment aussi à tout ce qui est, au niveau du système nerveux central, à tout ce qui est, vigilance, cycle, éveil, sommeil. Voilà. Et pour, exercer ses effets, l'histamine, elle va activer des récepteurs qui vont se situer tout, le long du corps, à la surface de certaines cellules. Donc on le verra, aux ces cellules, c'est quoi? Ce sont les mastocytes, les cellules épithéliales, des cellules musculaires, notamment lisses, notamment au niveau digestif et tout le long du corps. OK? Donc 4 principaux récepteurs, H1, H2, H3, H4. OK? Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est H1, H2 et H4 aussi. D'accord? H3, ça nous intéresse peut-être un peu moins parce qu'il y en a moins au niveau digestif. OK?
Alors justement sur ces récepteurs, eh bien, la localisation donc des récepteurs H1, c'est tout ce qui est, entérocytes notamment, d'accord? Au niveau intestinal. Et au niveau digestif, eh bien, le rôle de d'H1, ça va être, notamment, eh bien, tout ce qui va être, impact sur la motricité gastro-intestinale et notamment, ça c'est peut-être le plus important, sur la modulation de la douleur viscérale. Donc on va le voir, l'histamine a vraiment un impact très fort sur tout ce qui va être hypersensibilité viscérale. Vous le savez, c'est un des mécanismes majeurs, enfin vous le savez ou pas, c'est un des mécanismes majeurs, sur tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable. OK? Donc ça, c'est pour H1. H2, on va vraiment, le retrouver au niveau, eh bien, de tout ce qui va être cellules, notamment pariétales de l'estomac, OK? Par rapport à la sécrétion d'acide. Hem Et puis ça va aussi avoir un petit peu des effets sur tout ce qui va être motilité, là encore gastro-intestinale. H3, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment, présent dans le tractus gastro-intestinal, donc ça nous intéresse un peu moins aujourd'hui. Et H4, il y en a un petit peu, partout au niveau immunitaire et inflammatoire et là encore, ça a des impacts sur la motilité gastro-intestinale et la modulation de la douleur viscérale. D'accord? Voilà, donc si on regarde un petit peu au niveau, eh bien, de tout ce qui est, épithélium intestinal, on retrouve donc ces récepteurs au niveau des villosités. Vous voyez ici H4, donc les triangles, hem, H1 et H2 également et puis même un peu en dessous, au niveau de ce qu'on appelle la lamina propria, OK? Et même, encore plus en dessous au niveau, bah, de finalement le tout ce qui est système immunitaire, OK? Voilà et même au niveau du système nerveux, mi-entérique. C'est ce qu'on appelle le plexus mi-entérique avec le système nerveux entérique. Alors comment, est produite l'histamine? Elle est synthétisée naturellement dans l'organisme à partir, eh bien, de la décarboxylation, donc c'est une transformation chimique qui, implique le retrait d'un groupe carboxyle. On s'en fiche un petit peu, enfin on s'en fiche un petit peu, en tout cas aujourd'hui, la L-histidine, d'accord? Et c'est grâce à l'action d'une enzyme qu'on appelle l'histidine décarboxylase, d'accord? Donc grâce à cette enzyme, eh bien, l'histidine se transforme en histamine. Alors, quel est le problème avec l'histamine? On a dit que ça avait quand même, eh bien, pas mal d'effets positifs, mais le problème, eh bien, c'est lorsque l'histamine, elle arrive d'une manière ou d'une autre en excès, d'accord? Et cette situation sera notamment le cas, eh bien, lorsque l'histamine sera produite en excès, d'accord? Notamment avec, ce sera le cas lorsqu'on aura un syndrome d'activation mastocytaire. Donc un syndrome d'activation mastocytaire, c'est quoi? C'est lorsque les mastocytes, donc ces cellules immunitaires qui produisent plein de médiateurs inflammatoires et notamment l'histamine, eh bien, produisent en excès de l'histamine, OK? Et ces médiateurs inflammatoires. Lorsque l'histamine également est mal dégradée par, l'organisme, ça c'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'histamine, OK? Une des causes majeures, on va le voir, de l'intolérance à l'histamine, ça peut être, eh bien, le fait que, les enzymes et notamment, une enzyme chargée de dégrader l'histamine, elle est produite en quantité trop faible, notamment une enzyme, la diaminoxydase. On va en parler, OK? Et dans le cadre des troubles digestifs fonctionnels, eh bien, ces 2 situations peuvent arriver et poser problème et causer des symptômes. Alors, on va rapidement, là encore, passer sur la production, sur le lieu de production exactement, de l'histamine. Le lieu majoritaire, ce sont les mastocytes, d'accord? Comme je vous l'ai dit, ce sont des petites cellules immunitaires, eh bien, qu'on retrouve un petit peu partout, au long enfin, dans tout le long du corps, au niveau des tissus conjonctifs, dans la peau, les voies respiratoires, tout ce qui est muqueuse et dans le tube digestif également, OK? On va avoir également, eh bien, de la production d'histamine dans, les basophiles qui, eux, se situent tout le long de la enfin, dans la circulation sanguine, OK? On va avoir les cellules entérochromaffines de l'estomac qui vont, elles aussi, eh bien, permettre la libération d'histamine, notamment pour tout ce qui est acidité gastrique, on va en parler. Au niveau du système nerveux central, aujourd'hui, ça nous intéresse un petit peu moins et ça aussi, ça va nous intéresser puisque l'histamine peut être produit dans certains germes, que ce soit des bactéries, des parasites et même certains probiotiques. OK? Donc, on va le voir, en cas de dysbiose, en cas, de prolifération bactérienne et notamment, bah, de certaines bactéries productrices d'histamine, eh bien, il peut y avoir un surplus d'histamine lié à cette dysbiose.
d'accord? Il y a également certains parasites au niveau, intestinal qui peuvent produire de l'histamine et même certains probiotiques et c'est ce qui explique notamment, eh bien, l'augmentation des symptômes lorsque vous donnez des probiotiques à certains de vos consultants, qui peuvent avoir des problèmes avec l'histamine. OK? Et en fait, eh bien, si vous voulez, cette diversité des agents producteurs d'histamine et aussi la diversité au niveau de la localisation, va expliquer cette diversité de symptômes. Justement, si on parle des symptômes, eh bien, on en a de toutes sortes, OK? Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les troubles digestifs, mais, vous pourrez regarder, eh bien, l'ensemble, des symptômes, que peut évoquer l'intolérance à l'histamine et on a, par exemple, tout ce qui va être intolérance, aux odeurs, notamment de parfums. On va éternuer, on peut éternuer après, s'être mis du parfum ou du déodorant. F Pareil pour la fumée de cigarette. On peut avoir des urines fréquentes, on peut avoir des maux de tête, des vertiges, des migraines. Bref, voilà, on peut avoir tous ces symptômes-là. OK? Tac, hop. Alors, si on parle maintenant, du métabolisme de l'histamine, eh bien, globalement, il y a 2 enzymes qui sont chargées de dégrader l'histamine. Première enzyme, la diamine oxydase. Cette DAO, elle est produite principalement au niveau intestinal et elle va exercer ses effets au niveau extracellulaire, d'accord? Ça veut dire qu'elle sort elle est produite au niveau des villosités, d'accord? Mais, si vous voulez, hop, non, j'ai pas de schéma, je pensais en avoir un, ce sera pour plus tard. Donc elle est produite au niveau des villosités intestinales, mais elle sort des villosités et en fait, c'est au niveau de la lumière intestinale qu'elle vient notamment, eh bien, attraper les différents, aliments qui contiennent de l'histamine, d'accord? Ou qui en libèrent pour pouvoir le dégrader. OK? C'est vraiment la première ligne de défense contre l'excès d'histamine, notamment dans tout ce qui est aliments et boissons. Et puis on a, l'histamine N-méthyltransférase, HMT ou HNMT, qui est produite au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau intestinal. Et cette fois-ci, eh bien, où est-ce qu'elle exerce ses effets? Elle exerce ses effets dans les entérocytes, d'accord? On le verra tout à l'heure. Alors, justement, on va s'intéresser maintenant qu'on a présenté très rapidement l'histamine, on va rentrer dans le cœur du sujet, en évoquant, eh bien, les rôles de l'histamine sur la physiologie digestive. Première chose, eh bien, l'histamine, elle va réguler la sécrétion gastrique. Vous savez à quel point l'acidité gastrique joue un rôle important dans la digestion, à la fois pour le rôle de digestion des protéines, à la fois pour la stérilisation du bol alimentaire, d'accord? Pour notamment aussi d'autres fonctions comme tout ce qui va être production du facteur intrinsèque, d'accord? Qui permet le transport de la vitamine B12. Et eh bien, l'histamine va stimuler la sécrétion d'acide gastrique. OK? Comme je vous l'ai dit, l'histamine, elle est libérée par, eh bien, les cellules entérochromaffines, d'accord? Les cellules ECL. Donc, hop, il y a une libération d'histamine, elle sort de cette cellule et elle vient activer le récepteur H2 dont on a parlé. Ce récepteur H2, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va permettre d'activer la pompe à H+ et du coup, cette pompe, à protons et bien, va venir vraiment stimuler la production, d'acidité gastrique, d'accord? Notamment via ce qu'on appelle l'AMPC, c'est l'adénosine monophosphate cyclique, d'accord? Voilà. Alors bon, là, inhibiteur de la pompe à protons, justement, j'ai laissé ça, j'aurais pu le supprimer. C'est uniquement, eh bien, pour vous montrer que, le fonctionnement des inhibiteurs de la pompe à protons comme médicament, tout ce qui va être, oméprazole, lansoprazole et cetera, esoméprazole, eh bien, ça va bloquer l'acidité, OK? Voilà comment l'histamine va augmenter la sécrétion, d'acide chlorhydrique, OK? Vous avez aussi un petit schéma à gauche de l'ensemble des sécrétions gastriques et notamment, eh bien, de ces cellules ECL, hein, entérochromaffines, qui produisent de l'histamine et qui favorisent l'acide chlorhydrique, OK, au niveau des cellules pariétales. D'accord? Et on va le voir, l'histamine peut, eh bien,
donc comment dire? Elle va pouvoir stimuler cette production d'acide, mais on va voir que dans un cas précis, l'histamine peut aussi causer, par voie de conséquence, des hypochlorhydries. Et justement, eh bien, c'est, avec notamment tout ce qui est ulcère et Helicobacter pylori qu'on va en parler. Donc Helicobacter pylori, vous connaissez, hein, c'est une, bactérie qui peut, potentiellement, causer des ulcères et des gastrites. D'ailleurs, la majorité des ulcères et gastrites au niveau de l'estomac sont causés par cette prolifération de Helicobacter pylori. Et la conséquence, c'est quoi? Eh bien, avec Helicobacter pylori, il va y avoir une stimulation des mastocytes et une libération d'histamine qui va conduire à cette hyperchloridrie, d'accord? Et qui peut expliquer en partie, eh bien, les symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on a des ulcères et gastrites avec Helicobacter. Donc tout ce qui va être brûlure d'estomac, remontée acide, et cetera. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on est sur de l'hyperchloridrie. Sauf que lorsque Helicobacter pylori devient chronique et que ça dure dans le temps, eh bien, Helicobacter pylori et l'hyperchloridrie vont conduire à une destruction des cellules pariétales. Pourquoi? Parce que, eh bien, la muqueuse est impactée, d'accord? Et donc cette destruction des cellules pariétales, comme ce sont elles qui produisent l'acide chlorhydrique, eh bien, ça peut conduire à leur propre donc destruction et in fine à une hypochloridrie, voire une achloridrie. OK? Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, l'excès d'histamine, qui est libéré au niveau des cellules entérochromaffines, peut conduire à une hypo ou à une hyper, selon les cas. Alors vous allez peut-être me demander: «Bah oui, mais comment on fait pour différencier hypo et hyper?» C'est très compliqué parce que les symptômes sont quasiment les mêmes. Donc on peut avoir recours à certains faisceaux d'indices, par exemple les niveaux de B12, d'accord? Vous avez besoin d'acidité pour avoir de la B12. Donc si vous êtes vraiment en achloridrie et que vous mangez quand même des sources alimentaires de B12, eh bien qu'est-ce qui peut se passer? À ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est qu'on est, en carence ou en déficit de vitamine B12, non pas par apport, mais parce qu'on a une hypochloridrie. Pareil pour le calcium, le fer, vous savez sans doute que l'acide chlorhydrique améliore l'absorption de tous ces minéraux. OK? Voilà. Maintenant, il est vrai que c'est assez compliqué de faire la différence entre hyper et hypochloridrie. Vous connaissez aussi, enfin, vous avez sans doute déjà entendu parler du test au bicarbonate de sodium, qui permettrait, voilà, de mesurer un petit peu l'acidité gastrique. Le problème de ce test, c'est que parfois, eh bien, les gaz, au lieu de sortir vers le haut et de provoquer des éructations des RO, eh bien, ils vont vers le bas et du coup, on n'a pas de RO et ça ne veut pas nécessairement dire, eh bien, qu'on a, une hypochloridrie. OK? Allez, on avance un petit peu sur donc on a vu l'histamine et la sécrétion gastrique et maintenant on va voir les effets de l'histamine sur tout ce qui est perméabilité intestinale. La libération d'histamine, elle va agir sur les jonctions serrées de l'intestin. Jonctions serrées au niveau des entérocytes qui attachent les cellules intestinales les unes aux autres et via les récepteurs H1 qu'on a vu tout à l'heure, OK? Hop, si on revient donc ici, hein, les récepteurs H1 au niveau des, entérocytes. Tac, je suis désolé, je reviens. Hop. Eh bien, il va y avoir une augmentation de la perméabilité de la barrière épithéliale. OK? Ce qui va favoriser un passage facilité d'antigènes ou de toxines et ça peut initier ou entretenir une inflammation locale. Donc attention à l'histamine dans le cadre de la perméabilité intestinale. OK? Mais bien sûr, hein, l'histamine est un des médiateurs inflammatoires. Bien sûr, on en a d'autres. Quand on a une perméabilité intestinale, généralement, il ne faut pas faire attention qu'à l'histamine. Il faut aussi faire attention à la dysbiose. C'est généralement la dysbiose qui va causer une perméabilité, d'accord, avec un excès de ce qu'on appelle les lipopolysaccharides, des endotoxines. OK? Voilà. Alors, comment agit l'histamine? Eh bien, l'histamine va réduire l'expression d'une protéine qui s'appelle ZO1, zonula occludens ou occludine, qui est donc une des protéines transmembranaires chargées d'assurer l'étanchéité sélective au niveau de l'espace paracellulaire. OK? Donc, si on zoome un petit peu sur ce schéma, espace paracellulaire, c'est entre 2 entérocytes. Là, vous avez un premier entérocyte, ici un deuxième.
d'accord? Et donc les protéines transmembranaires, on en a plusieurs, notamment la zonula occludens, d'accord? Qui est une des protéines des jonctions serrées, hein. Et donc vous voyez, là, c'est la référence de l'étude. Eh bien, l'histamine va réduire l'expression de cette protéine et donc en réduisant l'expression de cette protéine, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, zonula occludens marche moins bien et donc ça crée une perméabilité épithéliale. D'accord? Donc là encore, histamine, attention, il faut pouvoir travailler, sur l'excès d'histamine parfois lorsque l'on a, une, heu, une perméabilité intestinale. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais comment savoir si on a un excès d'histamine? Bah, il y a plusieurs, tests à faire. On peut avoir bien sûr, tout ce qui va être, DAO sanguine, mais ça, c'est simplement pour voir si vous dégradez bien l'histamine, d'accord? C'est pas pour voir si vous avez un excès. En revanche, pour tout ce qui est excès d'histamine, vous avez plusieurs, options. On a l'histamine fécale, d'accord? Donc, c'est un test fécal pour voir s'il y a trop ou pas assez, enfin, trop d'histamine. On a aussi tout ce qui est méthylacétate, pas méthylacétate, méthylhistamine urinaire, pardon. Et on va avoir aussi d'autres indices qui peuvent, montrer un trop haut taux, d'histamine ou en tout cas de médiateur inflammatoire avec notamment la tryptase sanguine, qui est un autre médiateur inflammatoire, d'accord? Qui est notamment produit par les mastocytes. OK? Donc sécrétion gastrique, perméabilité intestinale et l'histamine va aussi jouer sur tout ce qui est axe intestin-cerveau. Vous le savez peut-être, l'axe intestin-cerveau, c'est quoi? C'est les interactions fonctionnelles qui vont exister entre le système nerveux central et les intestins, que ce soit au niveau du microbiote ou au niveau du système nerveux entérique. D'accord? Bien sûr, le relais de communication majeur au niveau de cet axe intestin-cerveau, et qui a des explications, enfin qui est le mécanisme central de tout ce qui est, intestin irritable, c'est le nerf vague. OK? Les interactions, vous le savez aussi sans doute, elles sont bidirectionnelles. Elles vont du cerveau vers l'intestin et de l'intestin vers le cerveau. D'accord? Ce qui explique que le cerveau a une influence directe sur la santé digestive et que de la même manière, eh bien, la santé digestive, elle va impacter, la santé mentale. Cet axe intestin-cerveau, c'est lui qui est responsable de l'hypersensibilité viscérale. Pourquoi? Parce que, eh bien, la libération, donc des médiateurs inflammatoires par les mastocytes, hein, c'est pas l'inverse, c'est pas la libération des mastocytes par les médiateurs inflammatoires, c'est une petite coquille de ma part. Eh bien, elle va expliquer la sensibilisation des afférences et l'hypersensibilité viscérale. Et en fait, finalement, eh bien, ce dont on se rend compte dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est quoi? C'est pas qu'en fait les gens ont une distension abdominale trop importante. Alors généralement, ils en ont une, avec, tout ce qui va être production de gaz, hydrogène, méthane, hydrogène sulfuré aussi, qui peut être trop importante. Mais en fait, ça peut expliquer la distension, mais ce qui explique la douleur, c'est pas cette ça peut être cette distension, mais pas que. C'est aussi une hypersensibilité viscérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez le même ballonnement chez une personne qui a un syndrome de l'intestin irritable et chez une autre, eh bien, en fait, il y en a une qui va mal le vivre et l'autre non. D'accord? Et cette hypersensibilité viscérale, elle est liée à plein de médiateurs inflammatoires, histamine en tête. D'accord? 90 des mastocytes, donc de ces petites cellules immunitaires qui produisent de l'histamine, elles sont en contact direct avec les fibres nerveuses et donc elles vont les exciter. D'accord? Il y a une excitabilité neuronale importante. Regardez ce schéma. Les mastocytes vont produire et libérer donc ces médiateurs inflammatoires, dont l'histamine. Et en fait, cette histamine, elle va être libérée à proximité, vraiment, ou presque en contact avec, eh bien, les fibres nerveuses. Et c'est ça qui explique l'hypersensibilité viscérale, la douleur et l'inflammation. Si on revient, hop, à ce schéma-là, regardez, vous voyez qu'il y a des récepteurs à l'histamine qui vont être activés en dessous de la barrière épithéliale et regardez où est les fibres nerveuses, elles sont là, d'accord? Au niveau du plexus sous-muqueux et du plexus mi-entérique. Donc vous voyez, on est en plein dedans, ça touche et c'est pour ça, en fait, eh bien,
qu'il va y avoir une hypersensibilité viscérale. Parce que le système nerveux va faire remonter l'information au cerveau qu'il y a une douleur et donc il va y avoir une vraie douleur qui existe. OK? Et l'histamine, elle est au centre de tout ça. Hop, j'arrête de faire des allers-retours, promis. Donc on a vu un petit peu, eh bien, comment l'histamine pouvait impacter la digestion et là, on va voir l'inverse, comment la digestion peut faire exploser les taux d'histamine et c'est là-dessus qu'on va devoir agir pour vraiment améliorer, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la les causes, eh bien, de tout ce qui est intestin irritable, SIBO et cetera. Donc, première chose, c'est les liens plutôt entre microbiote et histamine. OK? Je voulais évoquer quand je vous ai dit que certains germes et notamment certaines bactéries avaient la capacité de produire de l'histamine. Eh bien, c'est vrai, de nombreuses bactéries du microbiote, elles vont posséder l'enzyme histidine décarboxylase qui vont leur permettre de transformer l'histidine en histamine. Donc, imaginez un petit peu que vous ayez eh bien, des composés alimentaires qui arrivent au niveau en contact avec les bactéries du microbiote. D'accord? Il y en a forcément toujours un peu. D'accord? On ne peut pas tout digérer au point qu'il y ait rien. D'accord? Et de toute façon, eh bien, l'histidine, c'est un acide aminé, donc ça arrive de toute façon aux bactéries. OK? L'histidine, du coup, elle se retrouve au contact de ces bactéries qui, bon, donc ont cette enzyme HDC et ça va leur permettre à ces bactéries, eh bien, de transformer l'histidine sous forme d'histamine et après, eh bien, c'est le départ d'une inflammation continue. Alors il y a plein de bactéries qui en sont capables, hein. On a par exemple Klebsiella aerogenes, on a Escherichia coli, on a Morganella notamment, qui est importante et en cas de dysbiose de putréfaction ou de SIBO notamment, eh bien, ces bactéries, elles vont proliférer et générer un excès d'histamine. OK? Alors, par exemple, un exemple, tout bête, c'est, en cas bien de prolifération de Klebsiella aerogenes, d'accord? Qui produit donc cette histidine décarboxylase qu'on voit ici, eh bien, il va y avoir une transformation de l'histidine en histamine et tout ça, ça peut être amplifié notamment par la consommation de glucides fermentés cibles et les glucides fermentés cibles, c'est quoi? C'est les FODMAPs. C'est pour ça que les FODMAPs peuvent poser problème en cas d'intestin irritable et de SIBO. D'accord? C'est parce que, eh bien, les FODMAPs vont augmenter la capacité de Klebsiella à, utiliser cette HDC pour transformer l'histidine en histamine et donc c'est pour ça que les FODMAPs peuvent être inflammatoires chez les personnes qui ont un intestin irritable, alors qu'elles sont totalement bénéfiques chez les personnes qui n'ont pas d'intestin irritable. D'accord? Au contraire, on a certaines bactéries qui vont, venir limiter, qui vont venir changer le pH au niveau intestinal et qui vont venir, eh bien, finalement, limiter l'action de cette histidine décarboxylase. Un exemple tout bête, c'est les lactobacillus souvent et notamment, enfin, plusieurs types de lactobacillus. Un exemple, le Lactobacillus rhamnosus GG, on en parlera, mais qui a une capacité à stabiliser les mastocytes et à diminuer, à dégrader même l'histamine. D'accord? Voilà. Donc, au niveau des probiotiques et de l'histamine, eh bien, comme on l'a dit, il y a certains probiotiques qui vont pouvoir aggraver les problèmes d'histamine et quand je dis certains, c'est beaucoup, OK? Donc les souches de probiotiques à éviter, vous les avez ici, d'accord? Je ne vais pas vous les lire, parce que je risque de me faire une entorse de la langue et en plus, on perd du temps. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps et moi, je veux vous donner le max d'infos et les souches de probiotiques à favoriser, vous les avez ici, donc notamment Lactobacillus rhamnosus GG dont je vous ai parlé là, qui est vraiment très intéressant, OK? Alors, ensuite, on a parlé donc des liens entre microbiote et histamine. On peut parler aussi de la muqueuse intestinale. On en a parlé en disant que l'histamine pouvait perturber la muqueuse intestinale, mais de la même manière, une muqueuse intestinale qui n'est pas en bonne santé, on va dire, eh bien ça peut faire exploser l'histamine. Donc le rappel, c'est de vous dire qu'il y a 2 enzymes de dégradation de l'histamine au niveau intestinal. La diaminoxydase qui est à l'extérieur des entérocytes, d'accord? Vous la voyez ici en haut du schéma,
et la N-méthyltransférase, à l'intérieur des entérocytes cette fois-ci et vous le voyez aussi sur le schéma. D'accord? HA, tout ce que vous voyez les HA ça représente l'histamine. OK? En cas de perméabilité intestinale, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en cas de perméabilité intestinale, on va avoir une augmentation de l'espace paracellulaire, donc de l'espace entre les cellules. OK? Et on va aussi avoir, eh bien, la les villosités, intestinales qui vont être perturbées. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la DAO, la diaminoxydase, était produite au niveau de ces villosités. Donc des villosités avec une muqueuse abîmée, eh bien, ça endommage le site de production de la DAO. Le résultat, c'est quoi? C'est moins de DAO. Et si on a moins de DAO, eh bien, on est moins en mesure de dégrader l'histamine, notamment qui vient des aliments. Et donc, on risque une intolérance à l'histamine. OK? Deuxième chose, l'agrandissement de l'espace paracellulaire, bah, qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Eh bien, il donne un passage des molécules toxiques plus important et notamment de l'histamine. Donc l'histamine va plus volontiers aller au niveau de l'espace paracellulaire et beaucoup moins au niveau intracellulaire, là où se situe justement l'histamine méthyltransférase. Et donc en fait, quand il y a une bonne muqueuse, l'ADAO est bien produite et l'histamine, à la limite, elle rencontre, eh bien, la HMT, d'accord, l'histamine méthyltransférase, pour qu'elle soit dégradée. Or là, c'est pas le cas. L'ADAO est moins produite et l'espace paracellulaire s'augmentant, eh bien, l'histamine peut rentrer dedans et du coup, eh bien, il y a plus d'histamine qui passe dans le sang et qui est moins dégradée. D'accord? Donc, c'est pas une question de production cette fois-ci, mais plutôt une question d'élimination. Hop. On voit maintenant, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je ne peux pas trop y répondre pour l'instant, parce que sinon on va pas avoir le temps de j'ai 45 minutes de présentation, on est déjà à 32-33 minutes. Voilà, donc je répondrai, aux questions à la fin. Et merci de m'indiquer, oui, qu'on voit pas la souris quand je monte sur les schémas, je m'en suis rendu compte. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'histamine et de pathologie digestive fonctionnelle. Alors, si on regarde vraiment les études au niveau des liens entre histamine et intestin irritable, eh bien, on voit que les études montrent une augmentation de la présence des mastocytes au niveau de la lamina propria. Donc la lamina propria, vous savez, c'est en bas de la barrière épithéliale. OK? Donc, augmentation de la présence de mastocytes pour les sujets qui sont atteints par le syndrome de l'intestin irritable, par rapport aux témoins sains. OK? Augmentation de la présence de mastocytes, mais aussi augmentation de leur activité, avec une plus grande concentration, pardon, de médiateurs inflammatoires, histamine, protéase, cytokine, prostaglandine. OK? Et ça, bien sûr, c'est expliqué par plein de facteurs, par la dysbiose, par aussi la perméabilité intestinale. Donc on voit bien que, eh bien, d'ores et déjà, dans le cadre de la prise en charge de l'excès d'histamine, qu'est-ce qu'il va falloir travailler en priorité? La dysbiose et tout ce qui va être perméabilité intestinale. Et deuxième chose, il va surtout pas falloir rajouter de l'histamine, OK? Donc, on va le voir, ça dépend des gens, mais il peut y avoir, un problème lié à l'apport exogène d'histamine au niveau alimentaire ou aussi via certains compléments alimentaires, notamment certains probiotiques, OK? Donc, dans une étude, notamment, plus de 58 des patients qui ont un SI ont présenté, eh bien, des symptômes gastro-intestinaux dus à des aliments qui sont sans FODMAPs, mais qui contiennent de l'histamine, donc salami, vin, fromage. Alors, est-ce que c'est lié à l'histamine? Peut-être pas que, d'accord? Le vin, il y a de l'alcool. Dans tout ce qui est salami, fromage, on va retrouver aussi des sulfures qui peuvent poser problème. Il y a souvent un chevauchement, en tout cas une confusion qui peut être faite entre tout ce qui va être sulfite, sulfure et enfin, en tout cas, tout ce qui est soufre et et histamine, donc ça, il faut bien faire attention. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, plus de la moitié quand même des patients SI qui, montrent et bien, plus de symptômes lorsqu'il y a aussi une consommation élevée d'aliments riches en histamine et en amine biogène. OK? Le niveau d'histamine endogène,
on voit quoi? Qu'il est clairement corrélé à la gravité des symptômes chez les patients atteints du syndrome de l'intestin irritable. OK? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire globalement que plus on retrouve de l'histamine fécale, importante notamment, eh bien, au niveau des personnes qui ont un SI, plus on peut être sûr que la gravité des symptômes sera importante. Donc, il est bien sûr très difficile de savoir si l'histamine est une cause ou une conséquence de l'intestin, irritable et c'est probablement les 2. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il faut pouvoir, bah, je pense, agir sur l'histamine et c'est ce qu'on va voir, comment le faire rapidement, bah, pour pouvoir diminuer, enfin améliorer le confort et le bien-être digestif des patients avec enfin des consultants. Je suis naturo, j'ai pas le droit de dire patient, des consultants avec, tout ce qui va être, enfin des consultants qui ont un SI. OK? Alors, je réponds juste à une question, de Nathalie qui dit: «On a aussi besoin de soufre». Alors c'est très, très, c'est en fait, ça peut être, très piégeux le soufre. Pourquoi? Parce que le soufre peut être un très bon outil pour lutter contre l'histamine de manière générale. Pas forcément au niveau digestif, encore que, ça peut être intéressant, mais ça peut être un très bon outil, d'accord? On a par exemple le MSM, d'accord? Qui est, bah, on a aussi le N-acétylcystéine, OK? Qui sont des molécules qui sont très soufrées et qui peuvent aider énormément au niveau des médiateurs inflammatoires et notamment de l'histamine. Le problème, c'est que si on pense que c'est l'histamine et que c'est en fait le soufre, eh bien ça va augmenter les symptômes. Voilà. Donc on a vu un petit peu les liens entre histamine et intestin irritable. Je vous propose maintenant de regarder un petit peu les liens entre histamine et SIBO. On les a déjà plus ou moins évoqués avec, eh bien, les niveaux d'acidité, d'accord? L'histamine joue énormément sur les niveaux d'acidité et vous savez, peut-être que, eh bien, au niveau de la physiopathologie du SIBO, l'acidité gastrique, elle est très importante, d'accord? Et un exemple tout bête, c'est qu'on a énormément, eh bien, de SIBO qui se développent suite à la prise d'IPP sur le long terme, d'accord? Donc les inhibiteurs de la pompe à protons qui bloquent totalement l'acidité gastrique peuvent in fine provoquer, eh bien, une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle, d'accord? Et donc du coup, il est évident qu'il y a une forte, raison de penser, bah, que, l'histamine lorsqu'elle en vient, via Helicobacter pylori notamment, des ulcères et des gastrites, détruire les cellules pariétales, cause une hypochloridrie qui peut se, transformer en SIBO. OK? Et puis, dans l'autre sens, bien sûr, il y a certaines bactéries incriminées dans le SIBO dont on a déjà parlé, comme Klebsiella ou Escherichia coli, qui sont de grandes productrices d'histamine. OK? Donc, les liens sont importants, à la fois en cause et conséquence. Et je vous propose, eh bien, sur les 10 sur les 10 dernières minutes qui nous restent, eh bien, d'évoquer, la prise en charge de l'excès d'histamine dans tout ce qui est troubles digestifs. Alors là, vous pouvez mettre en plein écran parce que c'est pas forcément, très grand. Il y a plusieurs études qui ont essayé d'analyser un petit peu, bien, le potentiel thérapeutique, de certains antihistaminiques, donc sous forme de médicaments, hein, dans la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. Alors, je ne vais pas en parler énormément parce que je pense qu'un médecin serait bien plus à même, bah, de bien plus légitime aussi, hein, à parler de ça parce que moi, en tant que naturopathe, bien sûr, je ne recommande, enfin, je n'ai pas le droit de recommander des médicaments, mais je trouvais ça quand même assez intéressant, bah, du point de vue de la perspective, thérapeutique d'utiliser donc ces antihistaminiques et par rapport aux symptômes. Donc un des antihistaminiques, les plus puissants en matière de digestion, c'est tout ce qui est chromoglycate de sodium, d'accord? Qui est à la fois un stabilisateur de mastocytes, enfin qui est non, juste un stabilisateur de mastocytes, pardon. Et là, quand on en donne, eh bien, à 1 500 milligrammes par jour pendant un mois, sur des humains, hein, là, j'ai pris que les études humaines, eh bien, on avait quand même une amélioration des symptômes. OK? Bon, l'étude date d'il y a un petit peu longtemps, mais c'est quand même assez intéressant. Pareil pour le kétotifène, stabilisateur des mastocytes et un antagoniste au niveau du récepteur H1, qui montre une diminution, eh bien, de l'hypersensibilité, viscérale avec une tolérance accrue à l'inconfort. OK?
Peut-être que l'antihistaminique celui qui a les meilleurs résultats, c'est l'Evastine, qui est un antagoniste H1 qui montre donc une hypersensibilité viscérale et des douleurs abdominales. Donc juste pour préciser, hein, normalement, ces médicaments-là, ils sont pas du tout utilisés dans le cadre de l'intestin irritable. Par exemple, le chromoglycate de sodium, c'est, généralement, il me semble, utilisé dans le cadre, notamment de tout ce qui est, infection, enfin pas infection, mais troubles oculaires, liés à des allergies, quoi. D'accord? Donc quand vous avez les yeux rouges, voilà, on prend généralement, enfin je crois que les médecins donnent du chromoglycate de sodium. D'accord? Je voudrais pas dire n'importe quoi, donc je l'utilise au conditionnel, mais c'est pas du tout des médicaments qui sont de base utilisés pour ça. OK? Donc ça, c'est pour tout ce qui est stabilisateur de mastocytes et anti-H1, et on a aussi tout ce qui est anti-H2 comme la ranitidine ou la famotidine, eh bien, donc qui vont, généralement, diminuer l'acidité gastrique et qui, bah, vous voyez quand même, induisent une amélioration des symptômes. OK? Et alors, je vais pas vous raconter n'importe quoi, l'AST 120, je ne connais absolument pas. Enfin, je ne connaissais absolument pas, c'est en découvrant cette étude que je que je que je que je l'ai découvert. Donc, je vais pas vous raconter n'importe quoi sur cet antihistaminique-là. Mais visiblement, en tout cas, il y a une amélioration des ballonnements et de la consistance des selles avec. OK? Donc, de manière générale, on peut se dire que, effectivement, c'est assez intéressant, heu, d'avoir enfin, de potentiellement, en tout cas, d'avoir cette perspective au niveau des antihistaminiques. Maintenant, au niveau des antihistaminiques naturels, j'ai bien évidemment essayé de chercher, d'accord, des études sur le sujet et il y en a très peu sur l'homme. Il y a peu de données sur l'homme par rapport au syndrome de l'intestin irritable. OK? Mais, voilà, je vous ai mis un exemple concernant la quercétine, donc qui est un stabilisateur, des mastocytes et aussi un petit peu un antagoniste, du récepteur H1, et elle module à la baisse, bien sûr, l'hypersensibilité, viscérale chez la souris. OK? Alors bon, on sait que c'est chez la souris, donc ça n'a pas bien sûr, la portée que ça pourrait avoir vis-à-vis d'un humain, mais tout de même, je pense que c'est, assez intéressant en termes de perspective, de pouvoir le noter. D'accord? Il y a même, là je vous ai mis une étude, mais il y a même une méta-analyse, hein, au niveau animal sur tout ça. D'accord? Donc maintenant qu'on a évoqué les perspectives, on va évoquer ce que l'on sait. Parce que vous savez, l'intestin irritable, il n'y a pas de miracle. Et en fait, si vous voulez, l'intestin irritable, le problème de l'intestin irritable, c'est quoi? C'est que finalement, c'est un syndrome. Et quand on a un syndrome, eh bien, c'est pas une pathologie, d'accord? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. En gros, l'intestin irritable, c'est une manière de mettre des gens dans une case pour leur donner un diagnostic, mais surtout pour leur dire: «En fait, vous avez des troubles digestifs fonctionnels», donc qui ne sont ni des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui ne sont ni un cancer, et en gros, vous pouvez avoir des intolérances alimentaires, des SIBO. Il y a 60 à 70 apparemment des cas d'intestin irritable qui seraient des SIBO. Ça peut être, bah, tout ce qui va être, Helicobacter pylori, gastrite, ulcère, intolérance au lactose, intolérance, à d'autres composés alimentaires, lectine, nickel, voilà. Et en fait, tout ça, eh bien, c'est le spectre du syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est vraiment mon avis. Et donc, à mon avis, bah, il est assez difficile de pouvoir réaliser des études qui montrent à chaque fois une, en fait, c'est presque ça, c'est vraiment mon avis, mais je pense que c'est intéressant. En fait, tant qu'on ne se détachera pas du spectre de l'intestin irritable, eh bien, on ne trouvera rien pour, entre guillemets, «bien le traiter» d'un point de vue médical. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une réalité multiple derrière l'intestin irritable, eh bien, vous ne pouvez pas, vous dire: «Ah oui, bah, tout va marcher, sur l'intestin irritable parce que c'est toujours le même mécanisme». Non, les mécanismes sont à chaque fois différents, et donc en fait, vous allez avoir certaines choses qui vont marcher chez certaines personnes et d'autres choses qui vont marcher chez d'autres. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais ça me paraissait important de le dire, et si je disais ça en réalité bah, pour vous dire que, bien sûr, sur l'intestin irritable, je pense qu'on ne pourra pas trouver une solution miracle, on la trouvera jamais étant donné que l'intestin irritable n'existe pas en tant que pathologie unique et qu'il y a énormément de mécanismes derrière ça. OK?
Et donc en fait, c'est très bien pour aider les gens sur du diagnostic, mais en fait, ça n'aide pas, je pense à la recherche que de faire des études sur des personnes qui ont des intestins irritables. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'histamine et de digestion? Alors bien sûr, il y a tout ce qui est question d'aliments, riches en histamine et libérateurs d'histamine et même peut-être même d'une alimentation qui va être riche en amines biogènes. Ça oui, ça peut aider bien sûr, mais pour tout ce qui est intolérance à l'histamine principalement. OK? Dans le cadre du, syndrome de l'intestin irritable et SIBO, l'élimination de l'histamine, elle va pouvoir aider, mais c'est clairement pas ce qui va diminuer les niveaux d'histamine, d'accord? Ce qui diminuera le plus l'histamine, c'est bien le retrait des FODMAPs. Alors, vous le savez, le retrait des FODMAPs, il faut pas le faire sur une longue période au risque de mettre la poussière sous le tapis, de certes peut-être limiter les symptômes, améliorer le confort de vie des gens, mais au risque, eh bien, d'augmenter aussi d'augmenter la cause, d'accord? OK, on diminue le symptôme, mais on enrichit la cause presque en limitant, enfin en dégradant encore plus, eh bien le tout ce qui va être microbiote, d'accord? Une étude, eh bien, que vous avez en référence en dessous qui montre que, l'histamine, elle a été réduite de 8 fois dans un groupe à faible teneur en FODMAPs, dans un groupe qui avait un, syndrome de l'intestin irritable. Donc réduite de 8 fois, c'est monumentalement important, OK? C'était une étude contrôlée en simple aveugle avec, attendez, je regarde, avec 37 personnes, 19 à faible teneur en FODMAPs et 18 à teneur élevée en FODMAP, sur un régime de 3 semaines. Donc en 3 semaines, ils sont capables de réduire de 8 fois quand même, l'histamine et sans doute aussi d'autres molécules inflammatoires, d'accord? Dans cette étude, je me souviens plus, mais il y avait d'autres, je crois qu'il y avait la tryptase peut-être, donc d'autres molécules inflammatoires qui étaient, hem, et bah, évaluées. OK? Donc au niveau alimentaire, c'est vraiment, j'ai envie de dire l'histamine, les amines biogènes, l'histidine, la tyramine, c'est vraiment que pour les intolérances à l'histamine. Ça peut aider, mais voilà, c'est pas la panacée. La panacée, c'est vraiment retrait des FODMAPs, mais sur le court terme. OK? Et là, vous allez me dire: «Bah oui, mais à long terme, on fait comment?» On prend en charge les causes, bien sûr, il y en a plein. Et puis, on peut aussi continuer à consommer des FODMAPs en aidant le corps à mieux les digérer. Vous savez sans doute que les FODMAPs, ce sont des composés, fermentescibles, donc des glucides fermentescibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, nos enzymes digestives, nous, ne sont pas trop faites pour les digérer. Pourtant, on peut prendre des molécules exogènes qui vont pouvoir aider. D'accord? Vous savez peut-être que dans les FODMAPs, il y a des fructanes, le lactose, tout ce qui va être fructose, tout ce qui va être polyol, et galacto-oligosaccharides et on a des enzymes qui vont aider à digérer, d'accord? Qui existent, qui ont été, bah, créées soit par du métabolisme bactérien, soit, qui viennent, d'autres, d'autres, en enfin d'autres ouais, d'autres micro-organismes. Mais en gros, par exemple, pour digérer, bah, le lactose, bien sûr, on a la lactase, OK, qu'on peut prendre au niveau enzymatique. Pour digérer, les légumineuses, donc les galactosides, les galacto-oligosaccharides, on va avoir l'alpha-galactosidase, qui est une enzyme hyper, hyper importante et hyper efficace dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. On a, là, c'est vraiment, on en est aux prémices concernant tout ce qui est fructane, mais on a, et bien des issus du métabolisme bactérien et notamment de certaines bactéries comme Aspergillus niger, on va avoir, des inulinases ou des fructanases qui vont pouvoir, eh bien, digérer les fructanes. Donc voilà, en fait, bien sûr, ça ne va pas tout digérer, mais ça va digérer une bonne partie et ça va permettre quand même d'enrichir le microbiote en diminuant, heu, les, heu, les symptômes liés aux FODMAPs, d'accord? Donc les FODMAPs, l'élimination, oui, OK, mais vous le savez, à court terme et ensuite, on peut aider le corps à mieux digérer tout ça. Donc, pour diminuer le symptôme, eh bien, il faut travailler sur les conséquences de l'histamine qu'on a évoquées. Donc au niveau de l'hypo de l'hyperchloridrie, OK? Algue de lithotame, par exemple, qui va non pas, agir sur les pompes à protons, mais qui va diminuer, en cas d'excès d'acide, OK? Qui va tamponner l'acide. Pareil pour le bicarbonate, par exemple. Ou au contraire, en cas d'hypochloridrie, on va avoir des substances qui vont aider à,
va augmenter la production d'acide, comme par exemple les bitters, d'accord? L'élixir du suédois. Je pense à l'élixir du suédois qui est un macérat de plantes amères qui peut aider. Bien sûr, on a l'acide chlorhydrique exogène, OK? Attention à bien suivre un vrai bon protocole, hem, pour éviter, que ça vienne perturber encore plus la muqueuse digestive, d'accord? Pareil, hein, on évite de prendre de l'acide chlorhydrique à un moment où, on a la muqueuse, digestive et notamment gastrique fragilisée. On prend d'abord en charge la muqueuse, OK? Et justement, c'est aussi ça qu'il va falloir travailler. On a dit que la muqueuse digestive, bah, ça empêchait une bonne dégradation de l'histamine au niveau de la DAO et de la HNMT. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de la muqueuse digestive. Comment? On l'a dit, la muqueuse digestive, généralement, lorsqu'elle n'est pas en bonne forme, c'est lié à une dysbiose. Donc on va le voir après, il va falloir travailler la cause. Mais en diminuant le symptôme, qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre de la glutamine, prendre du zinc L-carnosine, prendre de l'aloe vera, du zéolite, bref, des substances qui aident au niveau de tout ce qui va être mucus, perméabilité intestinale, etc. Pareil, bouillon d'os, glucosamine, chondroïtine. Il y a énormément de choses, d'accord? Et au niveau de l'hypersensibilité viscérale, bah, déjà diminuer la distension abdominale. Pourquoi? Parce que si vous avez des gaz, une création de gaz avec une fermentation importante et que, eh bien, vous avez en plus une hypersensibilité viscérale, vous doublez les douleurs. Donc diminuer la distension abdominale, tout ce qui est ballonnement et gaz, avec notamment une enzyme, l'alpha-galactosidase dont je vous ai parlé, ou alors des plantes antispasmodiques qui peuvent aider aussi, menthe poivrée, carvi, fenouil, mélisse. OK? Bien sûr, on choisit toujours les plantes en fonction du profil de la personne. Un exemple, si vous êtes, allergique, au fenouil, vous donnez ni fenouil ni carvi, d'accord? Qui font partie de la même famille. Si, vous avez des problèmes de thyroïde, on donne pas de mélisse. OK? Voilà. Après il y a bien sûr, il y a une question de qualité et cetera, mais je pouvais pas trop, aller, aller plus loin parce que vous voyez, là, on en est déjà à 52 minutes de présentation et il me reste quand même, 7 ou 8 minutes. Voilà. Et puis ensuite, travail des, enfin 5-6 minutes, je dirais. Travail des causes digestives. Travail sur les causes digestives de l'excès d'histamine. On l'a dit, la dysbiose, tout ce qui est SIBO ou dysbiose de putréfaction, eh bien, ça vient augmenter la production d'histamine via l'excès bactérien, producteur d'histamine avec, eh bien, cette capacité à transformer l'histidine en histamine via la histidine décarboxylase. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bah, éventuellement des antibactériens naturels qui vont cibler ces agents, alors cibler, est-ce qu'on peut vraiment cibler? Pas énormément, d'accord, mais il y a des antibactériens naturels comme, donc l'origan, l'huile essentielle d'origan ou l'huile essentielle de thym qui contiennent notamment du thymol et du carcavrol, qui sont très efficaces, et qui sont notamment des antibiofilms, par exemple concernant Escherichia coli, qui est un gros producteur d'histamine, OK? Pareil, on va éviter, eh bien, de prendre les probiotiques qu'on ne tolère pas, d'accord? On a évoqué toutes les souches à peu près qui pouvaient poser problème, hem et par exemple, on a, eh bien, des probiotiques qui sont spécialement «designés» entre guillemets pour lutter contre l'histamine. Par exemple, je pense au Probiota Histaminix, OK? Je crois que c'est de la marque, Seeking Health. Heu, Aussi pour améliorer la dysbiose, aller chercher des fibres sans FODMAPs, donc acacia, bambou, d'accord? Ça c'est, un comment dire? Un brevet qui s'appelle Inavea notamment et puis bien sûr, le microbiote, ça se travaille pas que dans l'assiette, ça se travaille aussi d'un point de vue hygiène de vie globale, sommeil, sport, stress, OK? On travaille également sur la muqueuse pour améliorer l'élimination de l'histamine via la DAO et la HMT et éventuellement, bien sûr, on peut prendre de la DAO en complément. Ça n'existe pas malheureusement la HMT en complément. En revanche, la DAO, oui, elle peut être d'origine végétale ou animale, d'accord, extrait des reins de porc. Mais en cas d'intolérance à l'histamine, ça peut vraiment aider. OK, ça peut être un vrai game changer, donc intéressant. Pas pour tout le monde, et il faut pouvoir, identifier si on est dans le cadre, eh bien, d'un excès d'histamine, si on est dans le cadre vraiment d'un SI classique avec excès, de mastocytes et concentration plus importante d'histamine, ou si c'est une question d'élimination de l'histamine. OK? Voilà et donc, bah, de ce point de vue, la prise de DAO, pour savoir si vous devez donner de la DAO en complément, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, vous pouvez, proposer, à la personne, qui vous consulte, eh bien, de
venir, faire un régime alimentaire faible en histamine sur 7 jours. C'est hyper restrictif, hyper galère de faire ce régime, d'accord? Et si au bout de 7 jours, il vous dit qu'il y a une amélioration, eh bien, peut-être aller vers de la DAO, d'accord? Parce que ça veut dire que c'est une intolérance à l'histamine. Parce que si ça ne change rien, l'histamine peut être un problème, mais ça voudrait dire qu'il y a une surproduction permanente. OK? Voilà. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, hein, très compliqué de pouvoir faire, plus court que ça, pas compliqué de faire beaucoup plus long. J'ai fait au maximum. Pour tous ceux que le sujet de l'histamine ou de l'intestin irritable, intéresse, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram et puis, pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai écrit une formation sur les troubles digestifs et le microbiote où on parle, bien sûr, bah, un petit peu plus du SIBO, de l'intestin irritable et cetera que, de l'histamine, même si on l'évoque quand même. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Victor. Je pense que tu as réussi, le pari de nous donner un maximum d'informations sur ce sujet effectivement hyper complexe en un temps, record. J'ai vu passer un petit commentaire qui disait, «Meilleure explication en 15 ans d'activité». Donc je pense que ça résume Ouais, à ce assez bien. Ça fait plaisir. On a reçu pas mal de questions, donc j'ai essayé de les synthétiser pour pouvoir te les partager de façon, assez claire. Je vais juste avant ça prendre, 2 minutes pour vous présenter du coup SimpliCure, qui vous proposait du coup aujourd'hui ce webinaire. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, SimpliCure, c'est en fait un outil pour aider les praticiens, dans leurs recommandations de compléments alimentaires. Donc sur SimpliCure, vous allez retrouver différents laboratoires. Aujourd'hui, on est à plus de 150 laboratoires avec plus de 2 500 produits. Donc autant dire qu'il y a vraiment, pour tous les besoins et pour toutes les, pathologies et déséquilibres. Et l'objectif, ça va être de vous, d'un côté, faciliter la recommandation. Vous pouvez associer plusieurs produits de laboratoires différents, envoyer à votre patient pour qu'il ait un seul endroit, à commander, un seul colis à recevoir. Je vais vous partager mon écran rapidement pour vous montrer, bah, comment ça fonctionne, comment ça se passe. J'ai eu pas mal de questions aussi sur le replay. Donc quand vous vous connectez sur SimpliCure, il faut se connecter, il faut se créer un compte. Vous allez retrouver ici cet écran d'accueil avec, soit par ici, soit via l'académie, tous les replays de webinaires qu'on propose, dont celui d'aujourd'hui qui sera dispo cet après-midi, grand maximum demain. Donc vous pouvez évidemment revenir sur toutes ces informations. Après, l'objectif de SimpliCure, bah, c'est ici, créer une recommandation. Vous allez pouvoir ajouter les produits et donc accéder à tout le catalogue. Bon, maintenant on est du coup à 2 600 produits. Il y a des filtres évidemment qui sont mis à votre disposition pour pouvoir, chercher, les produits que vous avez envie de conseiller. Donc par exemple, bah, on a parlé de glutamine, vous pouvez l'ajouter. On a parlé de DAO. Vous allez pouvoir trouver les différentes DAO que nous avons. S'il y a certains produits que vous avez envie de voir sur SimpliCure, mais qui ne sont pas encore disponibles, il y a un formulaire de demande de nouveaux produits. Vous pouvez compléter et on rajoute les produits dont vous avez besoin. Donc vous revenez à votre recommandation. Vous pouvez évidemment préciser les posologies pour que ce soit vraiment le plus précis possible et que votre patient ait toutes les informations ou votre client ait toutes les informations pour, respecter correctement vos conseils. Et puis vous mentionnez ici ses coordonnées. Il recevra un mail avec un lien facile. Il reste évidemment autonome aussi pour rajouter ou enlever des produits s'il le souhaite, mais il a au moins toutes les informations et donc ça favorise vraiment la compliance, la mise en place, des recommandations parce qu'on sait que c'est pas toujours facile quand on sort de consultation d'aller à gauche, à droite, sur un troisième site, chercher tous les compléments dont on a besoin. Donc c'est vraiment, l'objectif. Je vous partage peut-être une petite, bannière qui va passer là devant votre écran. Si vous souhaitez vous inscrire sur SimpliCure, un de mes collègues du coup prendra contact avec vous pour vous présenter un peu plus en détail la plateforme et éventuellement va voir aussi à quel point c'est très intuitif et ça rentre très facilement dans notre pratique. Donc je nous remets notre petite présentation. Vous l'avez compris donc, avantage et pour vous et pour votre patient, c'est une question de facilité. SimpliCure, c'est une plateforme qui est gratuite. Donc, l'objectif, voilà, c'est de faciliter votre pratique. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il y a d'autres webinaires qui sont toujours programmés pour les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Victor, est-ce que ça te va si on passe aux questions? Oui, ça me va. Trop bien. Est-ce que du coup, je te les lis ou tu as eu le temps de regarder un œil et tu préfères gérer?
Bah, il y en a plein, donc vas-y, je sais pas lesquels choisir et en fait, j'ai pas envie de passer pour le méchant qui sélectionne. C'est son rôle. Je vais prendre le mauvais rôle alors. Alors, au tout début, tu as parlé évidemment des analyses et des marqueurs qu'on pouvait demander pour, observer s'il y avait un excès d'histamine. Ouais. Est-ce que tu as des laboratoires à conseiller qui font ce genre d'analyse? Alors, pour la DAO, on a Eurofins Biomnis qui est assez, bah, assez connu et enfin qui est assez présent sur le territoire. Hem, pour l'histamine fécale, il me semble qu'on a Barbier. Ouais, on a Barbier ou et peut-être LIMS aussi, et l'antenne française qui s'appelle La Nouvelle Biologie, il me semble. Voilà, globalement, c'est ceux que j'ai en tête, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a d'autres. De toute façon, sur internet, vous tapez, heu, globalement, on trouve, assez rapidement. Et pour tout ce qui est méthylhistamine urinaire, là, c'est plus compliqué. Je travaille pas trop avec cet indicateur-là que et c'est bête d'ailleurs parce que je pense que c'est l'un des meilleurs. Donc je vais me renseigner sur le sujet OK, et je sais pas encore, qui le propose. OK, d'accord. Mais sinon, il y a déjà plusieurs laboratoires là que tu viens de citer qui Ouais. proposent l'analyse. Super. Hem, Tu n'as pas parlé des antihistaminiques classiques, donc des médicaments qu'on peut proposer en cas d'allergie. Est-ce qu'il y a une raison et est-ce qu'on peut les utiliser, pour traiter les troubles comme tu nous as présentés aujourd'hui? Alors, j'en ai parlé en fait, mais c'était peut-être pas assez clair. Bon, déjà, j'ai pas trop parlé des allergies effectivement parce que c'était pas le sujet du jour. Bien sûr que l'histamine peut provoquer un tas de symptômes que j'ai évoqués au début et notamment tout ce qui est, allergie saisonnière, enfin tout ça. Enfin, symptômes qui ressemblent aux allergies saisonnières. Maintenant, c'était quoi la question déjà? De savoir, bah, est-ce qu'on peut utiliser les antihistaminiques classiques dans le cas, d'excès d'histamine? OK, alors justement, c'était, hop, attends, je reviens si je me permets. Voilà. Ici, en fait, j'ai évoqué certains antihistaminiques qui sont pris, bah, justement dans le cadre notamment des manifestations allergiques, comme par exemple le chromoglycate disodique, donc chromoglycate de sodium. Et en fait, bah, il y a certaines études qui ont essayé d'utiliser donc ces médicaments dans le cadre du SI et pour pas mal de personnes, enfin pour pas mal de personnes, en tout cas, ils ont trouvé des résultats positifs. Après, est-ce que ça marche pour toutes les personnes? Certainement pas, d'accord? Mais les bastines, le chromoglycate de sodium ou encore le kétotifène, ça peut, voilà, avoir des incidences au niveau donc de ces, choses classiques. Maintenant, si on parle, de tout ce qui est Aerius, cétirizine, ce genre de choses, très honnêtement, j'ai pas vu d'études dessus et je fais pas de la comment je crois que ça s'appelle de la pharmacocinétique, donc c'est, savoir un petit peu comment fonctionne le médicament, donc je serais pas capable de vous dire, hem, voilà, si ça peut marcher, il y a pas d'études dessus, donc faut partir du principe que ça ne fait rien, quoi. Mmh. OK, très clair, oui, merci. Il y a une question qui est revenue assez souvent et qui est, je pense, très intéressante parce qu'on sait qu'en pratique, en consultation, on reçoit énormément de troubles digestifs. À quel moment est-ce qu'on sait dans notre pratique qu'on doit travailler sur les stamines? Est-ce que toi, tu le fais d'office en priorité? Est-ce que ça va être dans un second temps? Non, ce serait vous mentir que si je vous disais que je le faisais en priorité, ce serait vous mentir. Maintenant, je je me demande à chaque fois si il y a pas une intolérance à l'histamine, parce que ça, c'est vraiment, hyper simple à gérer au niveau des symptômes et 2, ensuite, je dirais que l'histamine, ça c'est toujours en fond, en fait. C'est toujours en fond, il faut toujours avoir à l'idée, bah, les grandes causes qui président à l'apparition donc d'un syndrome de l'intestin irritable ou d'un SIBO: système immunitaire, système hormonal, notamment chez la femme, thyroïde, œstrogène. Bon, là, j'élargis un petit peu le spectre, hein, et système nerveux, bien sûr, axe intestin-cerveau et là-dedans, bah, bien sûr qu'à chaque fois, l'histamine a son mot à dire au niveau de l'axe intestin-cerveau, au niveau, de tout ce qui est hormonal. Les œstrogènes vont libérer des mastocytes, notamment au niveau digestif et au niveau immunitaire, bien sûr aussi. Je vais prendre un exemple, tu vois, tu as une intolérance aux mycotoxines, une intoxication aux moisissures, d'accord, avec un logement qui est un petit peu pourri ou pas d'ailleurs, ça peut passer inaperçu. Eh bien l'histamine, voilà, l'histamine, c'est
à la fois cause et conséquence. Donc il faut pouvoir, en fait, gérer, hem, vraiment les symptômes et donc faire gaffe quand même à l'histamine. Hem, ouais, c'est parce que c'est vraiment, je pense, des médiateurs inflammatoires très importants dans l'apparition des symptômes. Donc voilà, est-ce que je le gère en priorité? Non, pas en priorité, mais est-ce que je le fais passer au second plan? Non plus. Mmh. Oui, donc c'est tout le temps à avoir dans un coin de la tête. Oui, c'est un énorme arbre et il faut aller piocher à droite à gauche en fonction de faisceaux d'indices, d'analyses qu'on aurait pu faire ou que la personne qui nous consulte aurait pu faire en avant. Voilà, mais c'est oui, c'est pas facile. Ouais, tout à fait. Oui, c'est toute la complexité, du corps humain. J'avais commencé la démonstration, j'ai pas terminé ma réponse. Donc les grandes causes, d'accord? Ça à gérer, sur du long terme, d'accord? Qui vraiment, on va dire, préside un petit peu tout ça. Et puis pour, bah, diminuer assez rapidement, enfin améliorer le confort, digestif des gens, regardez au niveau digestif ce qui va pas. Est-ce que c'est un problème de sécrétion? Au niveau des acides biliaires, au niveau des enzymes? Au niveau, de l'acidité. Est-ce que c'est un problème de muqueuse? D'accord? Au niveau de la perméabilité, au niveau du mucus. Est-ce que c'est un problème de motricité? Au niveau de la vidange gastrique, au niveau du complexe moteur migrant? Voilà et tout ça, en fait, ça nous permet d'avoir vraiment des outils pour gérer les causes, les mécanismes digestifs et en fait, le problème, c'est que l'histamine, elle se situe, entre les 2. À la fois au niveau des mécanismes digestifs et au niveau des causes. C'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est que l'histamine provoque les problématiques digestives et les problématiques digestives augmentent les niveaux d'histamine. Donc voilà. Mmh. Oui, OK. Au niveau de la complémentation, alors que ce soit la DAO, que ce soit des complexes d'enzymes, sur combien de temps est-ce que tu vas proposer de les prendre? Est-ce que c'est sur du long terme, voire à vie? Est-ce qu'après on peut s'en passer? Alors, ou oui, on peut s'en passer quand on fait un gros travail, on va dire. C'est-à-dire que les enzymes et la DAO, déjà ça a 2 rôles très différents. Mais si on ne parle pas de leur, de leur effet, on va dire que la DAO, on la prend tant qu'on n'a pas réglé le problème au niveau de la perméabilité intestinale et la perméabilité intestinale généralement, elle dure tant que dure la dysbiose. Donc la glutamine peut faire du bien, OK, mais ça fait du bien sur le symptôme tant qu'on continue de les prendre. Pour gérer la perméabilité intestinale, il faut gérer la dysbiose. Et donc, pour gérer la dysbiose, il faut déjà pouvoir identifier la cause de la dysbiose. Donc, de toute façon, la DAO et l'enzyme, les enzymes, ce ne sont pas des compléments qui sont censés guérir de l'intestin irritable. Ça n'existe pas. D'accord? Et je pense qu'il faut être très clair là-dessus. En revanche, améliorer le confort de vie des gens en attendant de travailler la cause, là oui. Et c'est pour ça que des cures de 3 mois sur des enzymes, sur de la DAO, ça peut être très intéressant parce que ça va minimiser l'inflammation. Et donc ça va permettre en fait d'enclencher un cercle vertueux, là où les troubles digestifs, c'est des sacs de nœuds de cercle vicieux quoi, des sacs de nœuds de vis, on va dire. Ouais, Voilà. tout à fait. OK. Hem, Au niveau alimentation, tu as Ouais, parlé surtout du régime FODMAPS. ouais. Hem, En quoi est-ce que du coup, le fait d'avoir une éviction des FODMAPS va être plus intéressant que d'avoir une éviction des aliments riches en histamine? Bah, c'est pas la même chose en fait. Les aliments riches en histamine, ils vont vraiment être problématiques dans le cadre de l'intolérance à l'histamine, donc quand on n'arrive pas à le dégrader. Et ils vont être problématiques également, hem, enfin, ils peuvent surenchérir le problème et il est évident, enfin, il y a des gens, il y a des comment dire? Des thérapeutes qui peuvent proposer des diètes hyper compliquées, des diètes à glucides spécifiques, des diètes, biphasiques avec, FODMAPs, plus on retire d'autres glucides qui fermentent, plus machin ou plus histamine. Moi, je me mets à la place de la personne qui me consulte. Enfin, je rentre avec, un problème de ventre, je ressors avec une dépression en plus, quoi. Donc, au niveau de l'alimentation, de toute façon, je pense que les FODMAPs, c'est le truc qui aide le plus de personnes. Maintenant, de toute façon, ça doit être du court terme. Donc ça sert encore une fois à diminuer le symptôme. Ensuite,
donc 2 semaines. Ensuite, enfin 2-3 semaines max, moi je le propose vraiment sur 2-3 semaines max, pour s'assurer que c'est les FODMAPs qui posent problème. Une fois qu'on s'est assuré de ça, on réintroduit, d'accord? On réintroduit de manière très méthodologique pour voir quels aliments posent le plus problème, pour que l'éviction soit la moins grosse possible. Parce que qu'est-ce qui permet de donner de la variété bactérienne? C'est la variété alimentaire. Donc si au départ, on a une éviction et puis ensuite ça va mieux et puis on se rend compte au bout d'un an qu'on en a une autre et puis une autre et puis une autre, on finit avec du poulet et du riz et on est un peu, dans la merde parce qu'on n'est plus en mesure de pouvoir rien digérer. Donc diminuer les symptômes et mettre la poussière sous le tapis, oui, sur du court terme. Enrichir les causes, non. Donc qu'est-ce qui différencie, l'histamine et les FODMAPs? C'est vraiment pas la même chose, quoi. Intestin irritable, on va globalement aller beaucoup plus, enfin SIBO, intestin irritable, vers les FODMAPs, en tout cas SIBO. Et sur l'intolérance, enfin sur l'histamine, c'est beaucoup plus intolérance à l'histamine. Maintenant, il peut y avoir de tout, hein. C'est entre la théorie et la pratique, on peut avoir certaines familles de FODMAPs et puis les aliments les plus riches en histamine où on souffre aussi. On a le SIBO à hydrogène sulfuré qui globalement, on a l'impression que c'est l'histamine alors qu'en fait, c'est les produits riches en soufre. Voilà, je sais pas du tout clair comme réponse, mais C'est c'est oui, mais en fait, c'est compliqué d'avoir une réponse claire quand tout est aussi complexe mais voilà, du coup, comme tu dis, ouais, c'est, maximum sur du court terme et de nouveau toujours travailler au final sur la cause et que ce soit au niveau régime alimentaire et complémentation, ça ne guérit pas, ça permet de diminuer les symptômes et on doit travailler le reste à côté. ouais, Ouais, super. Il y a une dame qui revient sur la question de la glutamine en ouais. disant que, ça pouvait être déconseillé en cas d'intolérance à l'histamine. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors non, j'ai pas l'info. Moi, très honnêtement, je ne donne que très rarement de la glutamine. Je donne que très rarement de la glutamine. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde en entend parler, tout le monde a déjà essayé et donc tout le monde a déjà son avis dessus. Si les gens viennent me consulter pour que je leur conseille de la glutamine, je trouve qu'ils ont un peu perdu leur argent, quoi. J'ai voilà, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin que ça. Maintenant, la glutamine, elle peut constiper, ça je le sais. Hem, En cas d'intolérance à l'histamine, j'ai pas de comment dire? De enfin d'infos particulières sur l'intolérance à l'histamine. Maintenant, je passe peut-être à côté d'une information que tout le monde a, hein. Mais, non, non, mais c'est possible en vrai, c'est possible. Je dis pas que je connais tout, mais voilà, je ça là-dessus, je j'ai pas d'infos. Oui, OK, très clair. Mais écoute, il me semble qu'on a fait, le tour des questions, en tout cas qu'on a été ouais, j'ai essayé d'aller à l'essentiel et de choisir ce qui était le plus intéressant pour nous. Hem, Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais tu as parlé, d'où on peut te suivre, d'où on peut te contacter éventuellement. Tu as parlé de ta formation, donc je pense que pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, on sait comment le faire. Ouais, je vois juste une petite dernière question qui me semble intéressante, enfin une remarque plus d'Isabelle qui dit: «Niveau de DAO normal, mais histamine fécale élevée». Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas généralement une intolérance à l'histamine, si la DAO est bonne. Alors il y a certains médecins qui disent: «Oui, mais la DAO, les comment dire? Les normes de DAO, il faut qu'elles soient bien au-dessus de ce qui est proposé en laboratoire». Moi, très personnellement, enfin je trouve que c'est des gens en fait, il faut faire attention aux médecins qui parlent de l'histamine en disant: «Oui, l'histamine, c'est, 90 des gens qui sont touchés par ça». En fait, les médecins qui sont spécialistes d'un truc, ils veulent toujours ramener à eux et ils arrêtent pas de dire: «Oui, c'est normal, la DAO, elle est bonne, elle est dans les normes, mais elle est pas bonne du tout parce que normalement, elle doit être supérieure à 50». Non, enfin non, si la DAO, elle est bonne, à un moment donné, elle est bonne, quoi. D'accord? Je pense à un médecin en particulier, dont j'ai le livre qui parle beaucoup d'histamine, qui s'y connaît très bien, mais voilà, qui dit des choses un petit peu, je pense aussi pour ramener la couverture à soi. Tout n'est pas qu'une question d'histamine, il ne faut pas non plus déconner. Mais voilà, donc là, quand la DAO est normale et que l'histamine fécale est élevée, on est tout simplement non pas dans le cadre d'une intolérance à l'histamine. La dégradation de l'histamine ne pose pas de problème visiblement, en tout cas au niveau de la DAO. En revanche, elle peut poser problème d'un point de vue de la production. Et donc, eh bien, on a une inflammation de bas grade trop importante avec une activation mastocytaire et donc un SIBO, SI, voilà. OK, super, très clair. Voilà. Merci. Eh bien, je te remercie encore pour cette présentation
de grande qualité pour tous tes retours, tous tes partages. Merci à vous qui étiez présents et qui nous avez, écoutés. Merci à ceux qui regarderont en replay et qui sait, du coup, peut-être à une prochaine fois parce qu'il me semble qu'on aurait, d'autres sujets encore à aborder avec grand plaisir. Ouais, merci beaucoup Flavie. Et ben, merci à toi.